Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Monsieur Manga se présente. A partir de maintenant, ce sera le décor universel pour toutes les émissions. Parce que j'en ai ras-le-bol à chaque fois de déménager ma bibliothèque pour poser la caméra, le micro, tout ça. Donc maintenant, ce sera ici parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de le mettre. Et j'ai mis un nouvel éclairage ici qui m'éclaire la gueule comme ça. Comme ça, au moins, vous me voyez tout éclairé. Donc, vous pouvez pas râler au niveau de l'éclairage, au niveau du son. Bon, c'est toujours le même micro, au niveau de la caméra, c'est toujours la même caméra. C'est juste que le décor a changé. Mais moi, vous le connaissez déjà, c'est celui des reviews et des mangas chauds, des Made in France, de toutes les autres émissions. Et pour l'occasion, donc l'occasion de changer de décor, j'avais envie de parler d'une de mes licences préférées. Enfin, en tout cas, un manga d'une de mes licences préférées. La licence Senseiya. J'aime tellement de choses dans cette licence. Le manga original écrit par le maître Kurumada. Tous les spin-offs, même s'il y a du bon et du moins bon. Les figurines, même si ça coûte 100 boules pièce. Les jeux vidéo, même s'ils sont pas toujours terribles. Mais je vais pas mentir, ce que j'aime le plus dans cette licence, c'est la série d'animé. Parce que putain, qu'est-ce que je l'ai regardé cette série. Mais aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai pas envie de parler du manga écrit par Kurumada. J'ai envie de parler d'un spin-off, et l'un des meilleurs spin-offs écrits à ce jour, Senseiya The Lost Canvas. L'histoire commence au XVIIIe siècle en Italie. On suit Tenma et Alone, deux amis orphelins. Un jour, Tenma est remarqué par un certain Doko, le chevalier d'or de la balance. Ce dernier décide d'emmener Tenma en Grèce pour l'entraîner et faire de lui un chevalier de bronze. Plus exactement, le chevalier de bronze du Pégase. En parallèle à ça, Alone, lui, rencontre une mystérieuse jeune fille nommée Pandore. Elle voit en Alone l'hôte idéal pour ramener à la vie Hadès, le dieu des enfers. Et c'est ainsi que va commencer la nouvelle guerre sainte entre Tenma et Alone, entre le chevalier du Pégase et le dieu des enfers. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que Senseiya The Lost Canvas est arrivé au tout début de la vague de spin-off Senseiya. Pour les spin-offs, ça a commencé, on va dire, en 2002 avec l'adaptation en animé de l'arc Hadès, plus exactement avec la partie du sanctuaire. En 2003, on a eu droit à Senseiya G. En 2005, on a eu la suite de l'arc Hadès avec Inferno. En 2006, on a eu Senseiya The Lost Canvas. En 2008, on a eu la fin de l'arc Hadès Elysion, ainsi qu'un spin-off écrit par le maître Next Dimension. Et en 2012, on a eu le droit à Senseiya Omega. Oh là là, pourquoi on a eu ça? 2013, Senseiya Show, et la suite, ou plutôt même le spin-off de Senseiya G Assassin. 2014, on a le droit au film d'animation en 3D qui est pas terrible, à savoir La Légende du Sanctuaire. 2015, on a Soul of Gold, qui était plutôt pas mal. Et en 2017, on va avoir droit à Senseiya Show en animé. Ça c'est plutôt cool. Ah, la Toei et Kurumada, ils ont senti le potentiel de Senseiya, ils ont senti que les gens adoraient cette licence. Et ils ont surtout senti que les gens seraient prêts à dépenser 100 boules par figurine. Et que le merchandising de cette série allait vraiment à un haut niveau. Comme Dragon Ball, hein, avec les figurines. Pareil. C'est pour ça qu'on a des séries spin-off, tout ça, tout le temps. C'est pour vendre des figurines et des jeux vidéo. Ah, ils sont pas cons. Et nous, on est cons par contre. Très cons. Mais ça, on s'en bat les couilles. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un très bon spin-off. Senseiya The Lost Canvas. J'ai déjà dit 10 fois et c'est dans le titre de la vidéo, donc si vous n'êtes pas con, vous avez compris. Pour cette série, on a aux commandes Kurumada, donc l'auteur original de la série Senseiya, et au dessin, on a une petite nouvelle, Shiori Teshirogi, qui est plutôt bien douée pour une mangaka. Car oui, c'est une femme qui est aux commandes de cette série. C'est pas misogyne, hein, c'est juste, je le précise, parce que elle a du talent. Beaucoup de talent. Bon, par contre, pour le scénario, on va pas se le cacher, je pense que Kurumada n'a pas fait grand-chose, hein. Il est juste là pour valider que ce qu'écrit Teshirogi est valide et canon avec son univers et sa série. Parce que, on va en parler plus tard, mais pour moi, il s'en bat complètement les couilles des spin-offs. Vous verrez, on va en parler vers la fin de la vidéo. Parce que ça, faut en parler aussi. Pour Teshirogi, qui est au dessin, il faut en parler, parce que, bon, le dessin, il est ce qu'il est. Il est juste magnifique.
Ah, c'est beau, c'est gracieux, c'est élégant. Kurumada, on peut dire ce qu'on veut sur lui, son univers qu'il a créé. Son dessin, il est quand même assez brut, assez gras, assez épais, assez old school. Et ça, faut aimer ou faut pas aimer, parce que tous ceux qui aiment Senseiya, ils l'aiment grâce à l'animé. Hein. Il y en a beaucoup en France qui connaissent même pas le manga. Parce que bah le manga, ça pique un peu maintenant. Parce que ici, on a la beauté à l'état pur. C'est magnifique, majestueux, élégant. La beauté. Franchement, si Aphrodite, le chevalier des poissons, devait élire une série qui représente la beauté, bah ça serait celle-ci, parce que bah elle est belle. Et si certains d'entre vous ont du mal à se lancer dans une série Senseiya, je vous conseille The Lost Canvas, parce que franchement, le style de dessin est juste magnifique. Kurumada, on peut dire ce qu'on veut, mais waouh, ça a un petit peu vieilli, ça pique un peu les yeux. Donc lancez-vous dans Senseiya The Lost Canvas, c'est de la bonne cam. Ah, je vous le dis, c'est de la très très bonne cam. Dans ce spin-off, on est plongé 200 ans dans le passé par rapport à l'époque de la série Senseiya. On est donc dans la génération de Doko, le chevalier de la balance, maître de Shiryu, et de Shion, chevalier du bélier, le maître de Mu du bélier. C'est donc la fameuse Grande Guerre dont on nous a parlé durant toute la série originale. La fameuse Grande Guerre entre Athéna et Hadès, où il n'y a eu que 2 survivants, à savoir Doko et Shion. Et putain, qu'est-ce que cette génération était pourrie! Waouh, ils ont connu que de la guerre, de la violence, et c'était pas très joyeux, hein. Honnêtement, ceux de la génération de Seiya et compagnie, ils ont vécu dans un monde en paix, hein, parce qu'ils ont beaucoup moins souffert que la génération de Tenma et de sa bande. Hein. Ça, c'était la guerre. Ah! Et avec cette série, on va agrandir l'univers Senseiya. On va découvrir des nouveaux chevaliers qui sont nés en pleine guerre, qui n'ont connu que la guerre, et qui vont souffrir pour se dépasser. Et là, douche froide, parce que putain, on se tape encore un chevalier du Pégase. Et une copie conforme de Seiya, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et ça, on va en parler tout de suite. Et oui, le héros de cette série est un Seiya bis. Et ce qui me fait plus chier, c'est pas que ce soit un Seiya bis, c'est que ce soit un chevalier du Pégase bis. Parce que putain, on a 12 chevaliers d'or, 24 chevaliers d'argent et 48 chevaliers de bronze. Ce qui fait un total de 84 chevaliers. Il y en a beaucoup. Pourquoi on se retape à chaque fois le même Pégase, Omega, Senseiya, et celle-ci encore? Putain, faites un peu d'originalité. Bon, si vous cherchez de l'originalité au niveau des chevaliers, allez voir Sentia Show. Bon, c'est une Seiya bis au féminin, mais c'est au moins le chevalier du petit cheval. Donc au moins il y a une petite originalité là-dessus, ça c'est cool. Après, je râle pour rien parce que Tenma est justifié dans le scénario original de Kurumada. À la fin du manga Senseiya, quand Seiya bat Hadès, ce dernier dit que Seiya lui fait beaucoup penser au précédent chevalier du Pégase, à savoir Tenma du Pégase. Ça paraît donc logique que Tenma ressemble à Seiya, parce que pour moi, quand j'ai lu le manga original, Seiya c'était juste une réincarnation de Tenma, donc qu'il se ressemble physiquement et psychologiquement, c'est logique. Je râle, mais c'est logique. Au moins je suis content parce que ses alliés, c'est pas ce putain de chevalier d'Andromède, du dragon, du cygne et du phénix. Ici on a la licorne, qu'on avait très peu vu dans la série originale, et le chevalier de la grue. Quelqu'un connaissait le chevalier de la grue avant cette série? Moi pas. Mais ce qui m'énerve le plus que le Seiya bis, parce que bon ça c'est justifié dans le scénario, c'est les chevaliers d'or. Oh putain, ça je vais en parler parce que ça va être un putain de coup de gueule. Eux aussi, ce sont des putains de clones des chevaliers originaux. Et ça fait vraiment chier. Au moins dans Next Dimension, l'auteur a créé des chevaliers originaux. Il n'y en a aucun qui est une copie conforme, bon à part Ox du Taureau, des chevaliers de la première génération. Et dans Omega, ils ont fait que des personnages originaux. Bon, à part Seiya qui a le chevalier du Sagittaire et Kiki qui remplace son maître Mu, ils sont tous originaux, je les ai jamais vus avant dans la série Senseiya. Donc pourquoi pas ici? Merde quoi! Bon, ils sont très bien dessinés, ils sont même mieux dessinés que la série originale, mais un peu d'originalité des fois, ça fait plaisir, parce que là, tu les dessines très bien, ils sont magnifiques, ils sont même plus beaux que les originaux. Mais, c'est des copies quoi. Je peux les voir sur internet les chevaliers bien dessinés, hein, c'est pas besoin de toi, ça fait chier. Pareil pour leur pouvoir, bon,
Après, dans Next Dimension, ils ont tous les mêmes pouvoirs, et dans Omega, c'est dans un autre niveau de compréhension de la métaphysique, tout ça, donc on s'en bat les couilles. Mais bon, ça peut être justifié par le fait que les signes zodiacales donnent les pouvoirs aux personnages. Donc ça, au moins, je vais pas gueuler là-dessus, parce que ça paraît plus ou moins logique. Et j'ai des choses à dire, et je le dirai plus tard sur le niveau des pouvoirs, parce que il y a du très très bon dans cette série. Après, je râle, mais j'ai l'impression que les chevaliers de cette génération ont subi le même traitement que Seiya et Tenma, à savoir que tous les chevaliers de la génération de Lost Canvas vont se réincarner dans la génération Senseiya. Parce que dans la génération de Kurumada, tous ces délires de réincarnation étaient déjà bien présents. Il y a un passage où Ikki va mourir et il demande au Tout-Puissant d'être réincarné en tant que frère de Shun. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup dans la série. Ce délire de réincarnation, Bouddha, tout ça, c'est du Kurumada, c'était déjà les bases de la série. Donc faut pas râler. Même si j'aurais voulu de l'originalité. Même si je pense que cette fainéantise au niveau du car design, c'était juste pour toucher les fans de la première heure. Honnêtement, revoir Saga, Aldébaran, Masque de Mort, Aphrodite, en mieux dessiné et plus stylé, ben ça fait battre mon petit cœur de fanboy. Donc je comprends, j'ai l'impression qu'elle a voulu toucher les fans de la première heure, attirer un public qui était déjà quasiment acquis, et qu'ensuite elle s'est un petit peu lâchée parce qu'elle a créé plein de designs différents, originaux, bon surtout dans les spectres, hein, donc faut pas non plus se leurrer, hein. Les chevaliers d'Athéna étaient déjà quasiment tous créés, alors que ceux d'Hadès, eh ben, on les a quasiment pas vus dans la série originale. Donc là, elle a pu se lâcher là-dessus. Donc ça c'est bien. Au moins, elle fait preuve de talent, elle fait pas que recopier, ça c'est cool. Reparlons rapidement des Chevaliers d'Or avant de continuer. Là, je pense qu'avec ce que je viens de vous dire juste avant, vous allez vous dire que ben c'est pas la peine, les Chevaliers d'Or c'est de la merde. Ah, clairement, c'est pas du tout de la merde dans cette série, hein. Clairement pas. Rappelez-vous, quand on était gosse, souvent on jouait à Senseiya, Dragon Ball et tout ça. Pour Senseiya, on était les Chevaliers d'Or en fonction de notre signe du zodiaque. Moi par exemple j'étais Gémeaux, donc ça allait. Mais celui qui était Taureau, Cancer ou Poisson, putain il avait le seum. Et ben je vais vous dire une chose, avec cette série, personne n'a le seum. Ils sont tous badass et leurs pouvoirs sont trop stylés. Quand t'étais gosse, tu disais ouais, Aphrodite, c'est une femme, elle lance des roses, c'est trop de la merde, c'est nul. Bah putain mec, ici avec Albafika, lancer des roses, ça va devenir ta cam. C'est tellement stylé, le personnage est trop charismatique, badass. Il a rendu ses lettres de noblesse à Aphrodite, qui était un petit peu un des fins de course de la série originale, hein. Franchement, Masque de Mort, Aldébaran et Aphrodite, c'est ceux qui font le moins rêver. Bah ici, c'est ceux qui font le plus rêver, de base. Pareil pour le chevalier du cancer, Masque de Mort, tu vas l'oublier. Manigoldo, ça va devenir le chevalier officiel du cancer. Il a du charisme, il a de la badassitude. Waouh! Juste waouh! Pour ce qui est de redorer le blason des Chevaliers d'Or, Sensei AG l'avait déjà fait. Mais Sensei AG... Quoi? C'est Sensei AG? On va pas en parler tout de suite. Je vais faire une vidéo dessus, hein. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et on a aussi eu Soul of Gold, qui a vraiment remis en avant les Chevaliers d'Or de la première génération. Mais bon, là encore, ça sentait le merchandising, ça sentait l'argent, hein, plus que le scénario, l'envie d'innover. Avant de continuer, je vais juste reparler rapidement du scénario parce que il est juste ouf. Ici, c'est l'univers qui est bien plus sombre que le scénario de Kurumada, et le côté guerre entre les dieux, eh bien là, on le sent vraiment. Parce que, on va pas se le cacher, dans le scénario original, le côté guerre entre les dieux, on le voyait pas trop, hein, parce que c'était juste Athéna qui se fait enlever, et puis c'est tout. Ici, on voit les victimes collatérales. On voit toutes les victimes, les innocents qui sont tués par les dieux. Et ça, c'est cool. C'est glauque, mais c'est cool. Et ça me permet de parler rapidement d'Athéna. Parce que Athéna, dans cette série, c'est pas Saori Kido qui se fait enlever tous les 3-4 matins par Saga, Poséidon ou Hadès. Ici, c'est une putain de déesse de la guerre. Là, on la voit, la déesse de la guerre. On la voit, la femme combattante. Elle est charismatique, elle envoie du pâté, elle commande des chevaliers. C'est pas juste une victime qui envoie ses 5 chevaliers de bronze à chaque fois pour se faire libérer parce qu'elle a oublié de payer son loyer. Et pour la guerre, j'aimerais en parler aussi, cette série utilise le même procédé scénaristique que Star Wars la prélogie. À savoir qu'on sait comment va finir cette série. Pour ceux qui ont lu l'œuvre originale de Kurumada, on sait qu'à la fin, les deux survivants, ce seront Shion et Doko.
tous les autres chevaliers d'or, d'argent, de bronze vont mourir. Ça, on le sait. Et là, j'ai spoil beaucoup de gens qui n'ont ni vu, ni lu le manga original. Ah, je suis désolé, mais en même temps, voilà quoi, c'est Senseiya, si vous l'avez pas vu, honte à vous. Honte à vous. Car oui, dans cette série, tout va nous mener à une image, la fameuse image de la fin de la Grande Guerre, où on voit seulement Shion et Doko, uniques survivants de la Grande Guerre Sainte. Tous les chevaliers d'or, d'argent et de bronze que nous verrons dans cette série, quoi qu'ils feront, quelles que soient les batailles qu'ils vont mener, ils finiront tous par mourir. Waouh, c'est beau ce que je dis, franchement je suis un poète, je devrais faire de la poésie des fois, parce que là c'était beau, j'ai eu des frissons. Et tout ça, ça me donne envie de vous parler rapidement du spin-off Senseiya The Lost Canvas Chronicle. Dans cette mini-série de 16 tomes, on va suivre dans chacun des volumes un chevalier d'or en particulier. Ça sera une mission qu'il aura effectuée avant la série The Lost Canvas. Ça va nous permettre d'approfondir un peu plus les personnages parce que des fois ils n'ont pas eu le temps d'être approfondis au maximum parce que ils font un combat de ouf et ils meurent. Là on va permettre de les voir un peu plus, de les revoir même, de découvrir un peu plus le personnage, son histoire, tout ça, et ça c'est franchement cool. Surtout qu'avec ce spin-off, Teshirogi agrandit encore plus le métamonde qu'a créé Kurumada. Tous les univers, toutes les mythologies du monde entier sont représentées. On a du Asgard, on a du Aztèque, on a de l'Égyptien. Trop cool. Franchement, on a créé un métamonde de mythologie qui est vraiment super cool. J'apprécie ça énormément parce que je suis un très grand fan de mythologie grecque et de mythologie en général. Avec ça, Teshirogi nous crée les bases d'un nouvel univers Senseiya où toutes les mythologies du monde sont représentées. Vous imaginez un spin-off avec le chevalier d'Aztèque, les chevaliers égyptiens, les chevaliers de la légende arthurienne? Putain, ça serait trop cool! J'aimerais aussi caler 30 secondes sur la série d'animé qui est juste magnifique, superbe, très bonne. L'animation est de toute beauté. C'est dommage qu'il n'y ait que 26 épisodes parce que surtout que ça s'arrête pile poil à la moitié de la série et c'est à ce moment-là qu'on a des combats de tarés. Et j'aimerais tellement voir la suite parce que c'est sympa, on a Sentia Show, on a Omega, Soul of Gold, mais Lost Canvas quoi les mecs, pensez-y, ça c'est bien, c'est mieux que tout, ça je le dis. Avant de finir, j'aimerais aussi parler rapidement du travail qu'a fait Kurokawa sur cette édition parce qu'elle est très bonne, c'est du très bon boulot. Ils ont gardé les noms d'attaque françaises, donc à savoir les météores de Pégase. Le météore de Pégase! Mais ils ont aussi mis les noms d'attaque japonaises, à savoir Pegasus Ryoseiken. Ça permet aux fans puristes, aux novices et aux fans de l'anime original en VF de s'y retrouver parce qu'ils ont tout. Il y a vraiment tout. Tu peux pas te plaindre parce que tu as à la fois la VO et la VF. Voilà, ça c'est bien. Et à la fin de chaque tome, on a aussi un petit lexique qui est juste super. Ah, franchement, ça permet de nous rendre compte que Kurumada, bien qu'il dessinait très mal, parce que ça je le dis, il dessine très mal, eh bien au niveau de la recherche, waouh, il y a un travail qui a été fait, mais c'est juste ouf. Et là, avec ce lexique, on se rend compte que il a fait beaucoup de recherches au niveau de la mythologie, que ce soit grecque, romaine, et même de romans. Ça n'a pas de prix. On se rend compte que Kurumada, il a fait un travail de ouf. Et ça permet de rehausser un petit peu le travail de Senseiya, l'œuvre originale. Et ça, c'est bien. Et pour conclure, eh bien, cette série, à la lire, elle est très bien. Le dessin est beau, le scénario est bon. Donc, il faut lire ça. C'est du très bon Senseiya. Par contre, c'est pas canon. Oui, je vous l'ai dit au début de la vidéo que l'auteur s'en foutait royalement des spin-offs. Eh bien, en 2008, il l'a prouvé en lançant Senseiya Next Dimension. Parce que Senseiya Next Dimension, ça se passe à la même époque que Senseiya The Lost Canvas. Donc en théorie, ça contredit tout ce qui se passe dans The Lost Canvas. Donc ça veut dire que The Lost Canvas n'est pas canon. Et ça, c'est vraiment dommage. Dans Next Dimension, Saori retourne dans le passé pour sauver Seiya, et donc elle se retrouve à l'époque de Shion et Doko. Donc à savoir à la fameuse Grande Guerre qu'ils ont survécu. Sauf que on l'a déjà vu cette Grande Guerre, et il n'y avait pas Saori et compagnie, donc ça contredit tout. C'est dommage. Après que l'œuvre ne soit pas dans la chronologie de Senseiya, on s'en fout. L'œuvre en elle-même, elle est très bien. Elle est pas canon, mais on s'en bat les couilles, c'est un spin-off à la base. Donc c'est sûr que ça sera sûrement pas canon, mais l'œuvre elle est bien, donc allez la regarder. Si ça vous offusque que ce soit pas dans la chronologie, dans le canon de Senseiya,
Allez vous faire foutre, hein. Moi j'ai bien vécu pour très longtemps en sachant ça, et la série, bah je l'aime toujours autant. Et elle est très bien. Parce que je vais vous dire une chose, à l'heure actuelle, de tous les spin-offs qui ont été écrits par Kurumada ou non, The Lost Canvas, ben c'est le meilleur spin-off qui a été écrit à ce jour. C'est beau, c'est bien écrit, bref, c'est bien. Allez regarder The Lost Canvas. Et sur ce, je te dis à plus, continue à lire des mangas, à regarder des animas et à t'éclater en les regardant. Allez, ciao! 夢だけは誰も奪えない心の翼だから先生や